La lutte pour l'indépendance des rédacteurs de presse face au pouvoir et à l'argent est un combat avec et contre le reste des masses médias. Ceux-ci ont deux pentes, descendantes et montantes. La pente descendante, c'est celle de la presse commercialisée, pour qui l'information est une marchandise. Soumise aux impératifs de la publicité et des gros tirages, livrée à la recherche du sensationnel, elle amplifie les préjugés et les haines et entretient l'égoïsme collectif des nations nanties, le chauvinisme instinctif et le racisme latent de la population. La presse de qualité est alors responsable non seulement d'informer sur les faits et les événements, non seulement d'expliquer les tendances profondes de la société, mais encore de parler contre les préjugés de la foule. Ce que le public doit réclamer, ce dont il doit avoir l'appétit, c'est d'une presse qui résiste à cette pesanteur des masses médias et lutte contre la tentation de manipuler, de dégrader et parfois d'avilir, qui est celle de la presse commercialisée. C'était un extrait de la préface de Paul Ricoeur au livre de Jean Schwebel, La presse, le pouvoir et l'argent. Albert Camus, notre désir d'autant plus profond qu'il était souvent muet, était de libérer les journaux de l'argent et de leur donner un ton et une vérité qui mettent le public à la hauteur de ce qu'il y a de meilleur en lui. Nous pensions alors qu'un pays vaut souvent ce que vaut sa presse. Et s'il est vrai que les journaux sont la voix d'une nation, nous étions décidés à notre place et pour notre faible part à élever ce pays en élevant son langage. C'était l'éditorial de combat le 31 août 1944. Retour sur ce Mediapart Live qui est consacré à la liberté de l'information. Libérons l'information. C'est le dernier, troisième plateau de ce Mediapart Live fait en partenariat avec Reporters sans frontières. Reporters sans frontières qui a désigné l'ordre du jour, comment les oligarques font leur shopping dans les médias, non seulement en France, mais évidemment dans le monde entier. Alors là, maintenant, c'est comment? On va essayer de positiver avec 5 intervenants. Valentine Auberti. Valentine, vous avez aussi travaillé à Mediapart, je le rappelle. Vous êtes dans l'univers maintenant du reportage, de l'enquête et des investigations dans la télévision. Et vous êtes, ainsi que des collègues et consoeurs de Mediapart, au cœur de ce collectif « Informer n'est pas un délit » qui, justement, tente de résister avec des propositions. En face de vous, Maxime Lelon. Vous êtes cofondateur, comme on a parlé des jours, Mediapart accueille ici. Vous êtes des jeunes qui avaient créé récemment un nouveau site d'information qui d'ailleurs dit, c'est sa baseline, comme on dit, son motto, différencier l'information de l'actu. L'actualité en continu, ça s'appelle 8e étage. Et vous allez nous expliquer comment vous faites campagne pour ne vivre que de vos lecteurs, que de vos abonnés. En face de vous, Jean Stern. Alors Jean Stern, vous avez aussi enseigné à beaucoup de journalistes et vous êtes maintenant, je crois, à Amnesty International. Et par ailleurs, dans ce moment-là, vous avez fait ce livre qui décrivait comment les patrons de la presse nationale nous ont entraînés à la faillite. Le sous-titre de ce livre, à la fabrique, c'est « Tous mauvais ». Donc vous allez nous expliquer comment nous, on peut être bons sans avoir besoin de leur argent, n'est-ce pas? C'est bien cela. Et en face de vous, Julia Cagé, qui est économiste, universitaire, chercheuse, et qui a fait événement en 2015 dans cette collection de La République des idées, en proposant une voie à la fois juridique, capitalistique, de société de presse à but non lucratif, rejoignant ce que nous avions un peu lancé en l'air Mediapart en 2014, en reprenant un vieux combat des sociétés de journalistes de Jean Schwebel, cette expression société de presse à but non lucratif, sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie. Et enfin, le local de l'étape, Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart. Et l'une des raisons de ce live, c'est la sortie chez Don Quichotte
de ce livre qui réunit au fond tout ce que nous disons pendant ces heures, main basse sur l'information, qui fait l'état des lieux. Alors Laurent, on ne va pas refaire le descriptif de la catastrophe, mais on va peut-être essayer de se dire maintenant quel est ce que tu te dis au terme de ton enquête quand tu parles de démocratie libérale, d'enjeux démocratiques qui concernent pas seulement que les médias. Tu dis au fond, pour sauver les médias, il faudrait sauver toute la démocratie. Bref, comment on trouve la voie du salut? À mon avis, quand on est journaliste du nez sur le guidon de l'actualité et qu'on repense à l'histoire longue de la démocratie, il y a une chose qui est assez réjouissante, que l'on constate assez vite, c'est que dans tous les moments de bouillonnement démocratique, la question de la liberté de la presse et de son indépendance est posée tout de suite. Quand on fait le fil de l'histoire, dès le 15 juillet 1789, le premier débat qui émerge, en plus du débat social, c'est la question, début de débat, de confrontation entre Camille Desmoulins et Robespierre sur la liberté de la presse. On retrouvera un débat à peu près équivalent entre, d'un côté, Lénine et Trotsky, et Rosa Luxembourg, qui appelle ses camarades russes à être un peu plus soucieux de la liberté de la presse. Et donc, dans notre histoire, il y a eu, je trouve, un moment très très fort, également, où on comprend bien que dans le fonctionnement démocratique, la liberté de la presse est très importante, qu'il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés, c'est la libération. Et je me dis que dans les difficultés que nous vivons, ça vaut le coup de se repencher un instant. Parce que tout le monde connaît, ou beaucoup connaissent, le programme du Conseil national de la résistance. Il faut une presse indépendante des puissances financières. Mais ce que l'on oublie parfois, ou ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que à l'époque, à la Libération, ou dans les mois qui précèdent la Libération, ceci fait consensus. Je veux dire, une bonne partie de la presse française se refonde sur ce principe dans des modalités juridiques distinctes. Le Monde, en 1952, se formera comme un journal probité de ses journalistes, modèle que Libération copiera 30 ans après. Le Dauphiné libéré, qui a son fronton cette formule, un journal libre pour des hommes libres, se fonde sous la forme d'une coopérative ouvrière, comme le Parisien libéré. Parenthèse, le Parisien libéré, à l'époque, est issue, la coopérative, ce sont des gens de la résistance issus de la démocratie chrétienne. C'est-à-dire, y compris une fraction de la droite défend avec acharnement. Il y a des très beaux textes de démocrates chrétiens de l'époque qui disent la seule presse possible, libre et honnête, c'est la presse indépendante. Et donc, du coup, quand on voit l'histoire que l'on a vécue, il y a une dilution progressive de ce principe. Et ce qu'on a vécu là, les 3 dernières années, c'était une brutale accélération avec le séisme dont vous avez parlé tout à l'heure, Drahi, Bolloré, Niel. Et donc, je pense que le cœur du débat, si on a envie de rêver un peu, c'est de dire oui, il faudra une refondation démocratique en France. On le voit bien pour plein de raisons, mais que l'un des volets, l'un des rouages décisifs de cette refondation, ce sera dans des modalités dont on peut parler, parce qu'il y a plein de propositions sur la table, mais renouer avec ce principe. Il n'y a pas de presse honnête, durablement, sans qu'elle retrouve un principe d'indépendance. Donc ensuite, il faut discuter. Il y a plein de propositions à la table, mais à mon avis, c'est le cœur du sujet. Alors, vous parlez, Laurent Maudy, des propositions sur la table. Il y a même une proposition de loi au Parlement déposée par le président de la Commission de la Culture de l'Assemblée nationale, Patrick Bloch, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 8 mars dernier. Alors c'est en fait, pour le dire, une proposition qui vise à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, dont je résume en quelques mots les dispositions. Le texte prévoit de permettre une plus grande indépendance des journalistes en leur donnant le droit de refuser toute pression, le droit de refuser de signer un article, de refuser un acte contraire à leur déontologie à leurs convictions professionnelles formées dans le respect de la charte déontologique, c'est l'expression exacte. Il serait fait obligation aux organes de médias de rédiger des chartes éthiques et d'instaurer des comités relatifs à l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme. Un rôle un peu plus fort serait donné au CSA. En fait, il serait affirmé que le CSA devrait garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Son article 1 prévoit déjà qu'il est le garant de la liberté de communication aujourd'hui. Il y a aussi des dispositions, alors là c'est en dehors de notre sujet d'aujourd'hui, sur le secret des sources. Le Sénat est revenu très largement sur une grande partie des dispositions du texte. Ça revient là le 29 septembre exactement au Sénat,
en deuxième lecture. Mais le gouvernement affirme, par la voix de la ministre de la Culture, qu'il tiendra bon et que ce texte ira loin. Est-ce que vous en attendez beaucoup? Est-ce que c'est le retour des jours heureux du Conseil national de la Résistance? Écoutez, j'ai le sentiment, mettons de côté le débat sur la qualité, l'indépendance et l'honnêteté de l'information à la télévision, notamment sur le service public. Donc laissons de côté le débat sur le CSA, qui est un débat particulier sur lequel j'ai une opinion, mais on pourra... On a bien vu la bataille d'Élise Lucet récemment au cœur du service public, bien sur sûr, l'enquête sur Big Malion. Bien sûr. Où le nouveau nommé, M. Field, était prêt à dire, pendant la campagne électorale des primaires, je le rappelle à droite, il ne faut pas d'émissions qui dérangent. Bien sûr. Non, en clair, j'ai le sentiment que le problème de la qualité de l'information se pose dans les mêmes termes, parce que je pense que le service public a été très abîmé en certains endroits. Il y a des poches de résistance, Élise Lucet l'a montré et a obtenu une victoire, mais quand vous regardez le service public, je prends juste un exemple à titre d'illustration, c'est l'information économique. Tous les chroniqueurs économiques sur le service public, télé, France Culture, France Inter, France Info, viennent de journaux proches du patronat. Bon. Alors cette loi, moi le sentiment que j'ai, c'est que il y a des petites mesurettes ou des petites mesures qui vont dans le bon sens, mais le cœur des dispositifs que l'on pouvait attendre ne sont pas au rendez-vous. Je prends juste un exemple. L'immense vague de concentration que l'on vient de vivre, il y a eu des amendements qui ont été déposés et qui ont été rejetés, ça a été balayé. Donc le gouvernement ne s'est pas mis en travers de ce séisme dont on parlait, Bolloré, Drahi, Niel. Par ailleurs, ce qui me semble, moi, le cœur du dispositif auquel il faut réfléchir, c'est trouver ce qui a été l'objet d'une commission auquel il lui participait, un nouvel environnement démocratique à l'heure du numérique. La plupart des propositions ne sont pas au rendez-vous. Et donc, je trouve, si on veut réfléchir aux dispositions nécessaires, il y a beaucoup de propositions sur la table, mais qui ne sont pas dans le projet de loi, que l'on trouve, par exemple, dans notre syndicat professionnel, celui que Mediapart a contribué avec d'autres à créer, le syndicat professionnel de l'information indépendante en ligne. Il y a beaucoup de propositions sur la table. Voilà, mais je pense que ce sont des catalogues de petites mesurettes. Valentine, peut-être, puisque informer n'est pas un délit, a fait beaucoup de démarches. Exactement. Et tout. Quel est votre point de vue et quelle est votre proposition? Voilà, à notre modeste niveau, on a essayé également de peser sur les débats sur cette loi. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a rien dans cette loi sur comment nous, journalistes, aux sociétés de journalistes, on peut donner notre point de vue sur une prise de capital, sur des nouveaux investisseurs, sur des rachats, etc., pour éviter cette concentration. Et cette loi ne répond pas du tout à ça. Et puis on voit en plus qu'il y a une offensive hyper forte du pouvoir économique et financier. On l'a vu avec la directive secret des affaires au Parlement européen, qui a été un énorme coup de canif dans la liberté d'informer. Donc ça, ce sont des combats qu'on essaie de mener. Mais il y a des freins qui sont quand même assez forts. Vous avez gagné, c'était le combat sur la question du secret des sources. Oui. Ça. Il y a un combat que vous avez gagné. Partiellement, parce que cette loi sur le secret des sources, elle n'est pas ultra satisfaisante, mais elle a permis de faire retirer le délit de recel pour le journaliste quand on sort des pièces d'instruction, qui sont, elles, couvertes par le secret. Donc, plus le secret des affaires qu'on voulait imposer comme un verrou supplémentaire. Voilà, mais alors sur le secret des sources, effectivement, là, on ne pourra plus être coupable de recel du secret d'instruction. En revanche, sur la directive secret des affaires, il y a bien eu des amendements qu'on a péniblement arrachés, mais nous, on demandait le retrait de cette directive parce qu'elle pose un fondement nouveau pour poursuivre des journalistes et des lanceurs d'alerte. Et le texte définitif prévoit effectivement quelque chose d'un peu plus protecteur pour le journaliste, mais pas pour le lanceur d'alerte. Et d'ailleurs, on l'a vu dans LuxLeaks, dans le jugement du tribunal, qui reconnaît Deltour et Allais comme des lanceurs d'alerte, mais qui explique qu'il n'y a pas de mécanisme. Tout le scandale sur l'évasion et la fraude fiscale. Le tribunal les reconnaît en lanceurs d'alerte, mais dit au Luxembourg, il n'y a pas de mécanisme de protection pour les lanceurs d'alerte. Il n'y en a pas non plus au niveau européen. Et là, je me permets quand même de citer le tribunal luxembourgeois qui dit que au contraire, la nouvelle proposition de directive sur le secret des affaires adoptée par le Parlement européen entend encore augmenter la protection du secret d'affaires. Donc on était déjà dans une situation où le secret d'affaires était très protégé et cette directive est venue donner encore plus de protection au secret des affaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a à moitié gagné, je dirais même à 10% gagné. C'était très insuffisant et la bataille doit continuer. Julia réagissait beaucoup hors du cadre de l'écran
Au moment où on parlait de la proposition. Non, mais il n'y a rien de mauvais dans cette loi, mais elle va vraiment pas assez loin. Par exemple, Laurent soulignait qu'il n'y a rien contre la concentration dans le secteur des médias. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il n'y a rien pour permettre l'émergence de nouveaux médias indépendants. Leur financement, etc. Tout à l'heure, Edu, vous rappeliez notre combat finalement commun et parallèle pour permettre aux médias d'acquérir le statut soit de fondation, soit de fonds de dotation, puisque c'est le statut, le terme technique qui est utilisé en France pour qualifier ce statut. La proposition que je fais dans mon livre, la société de médias à but non lucratif, je pense que quand on la décrit de par sa simplicité, en fait, elle ne peut apparaître que comme une bonne idée, et le gouvernement refuse d'aller dans ce sens-là. Donc ça consiste en un actionnariat de journalistes et de citoyens. On a en France une volonté forte des citoyens de financer les médias. Mediapart s'est lancé en partie grâce à un actionnariat de sa société de lecteurs. Tout à l'heure, il y avait Isabelle Robert pour Les Jours. Ils ont lancé une campagne de financement participatif, de crowdfunding. Ça a été un succès, c'est-à-dire qu'en quelques jours, ils ont obtenu plusieurs dizaines de milliers d'euros, plus que ce qu'ils avaient demandé. Et les gens font ça comme simples citoyens aujourd'hui, ils donnent de l'argent sans aucun avantage fiscaux et sans être considérés comme des actionnaires. Moi, je pense que ces donateurs qui aujourd'hui font du financement participatif doivent devenir des actionnaires des médias. Et comme actionnaires, ils pourront garantir l'indépendance des journalistes. Et je pense que derrière, l'État doit défiscaliser les dons aux médias qui produisent un bien public, l'information, en leur permettant d'accéder au statut de fonds de dotation. Et c'est quelque chose qui est logique, c'est-à-dire que d'un côté, on a un État qui nous dit on ne peut pas démanteler l'existant, ça coûterait trop cher, les empires sont construits. Donc permettons l'émergence de nouveaux médias. Et je pense que tous les exemples, avec Disclose, avec le 8e étage, ça a été aussi le cas avec Les Jours, montrent qu'en fait, c'est difficile pour des journalistes de créer un média indépendant parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'argent. Mais justement, sur cette question qui est au cœur, on va le voir avec 8e étage, c'est-à-dire trouver suffisamment d'argent pour tenir. Prenez notre exemple, c'est le même avec Les Jours, et Dieu sait s'il y a eu un cimetière, notamment en région, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour tenir, pour convaincre les lecteurs de dire « seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, soutenez-nous, il y a une offre, il y a des contenus, il y a des journalistes, il y a une équipe ». Pourquoi ne pas faire, on parlait du Conseil national de la résistance. Le cinéma français existe, est maintenu par un dispositif qui est très ancien, qui s'appelle le CNC, Conseil national du cinéma. Il y a une taxe qui est sur comment on met des contenus, comment on va dans une salle de cinéma, comment on diffuse, qui fait que cet organisme, il est en partie indépendant, même si c'est un organisme public, il est d'intérêt public, et à partir de cet argent, il aide à la création du cinéma, au lancement de nouveaux films, il a des procédures, des commissions. Pourquoi, par exemple, ne pas se dire que M. Niel, M. Drahi et tous les autres possesseurs, M. Bouygues, ils ont tous des tuyaux. Et dans les tuyaux, ils mettent nos contenus. Pourquoi ne pas demander Pas tous. Pas tous. Nous avons ils choisissent de plus en plus. Ils mettent en cause le principe de la neutralité. Mais pourquoi ne pas demander, vu que c'est la révolution numérique, une taxe qui abonderait une institution qui, au lieu des aides directes à la presse, qui sont très corruptrices, très de conflits d'intérêts, permettrait d'aller dans votre sens pour financer tout ça. Pourquoi je suis parfaitement d'accord avec vous, ça serait une excellente idée. Je pense et je pousse de plus en plus pour qu'il y ait une branche média de la BPI. En France, on a une banque publique d'investissement qui refuse systématiquement de financer les médias au titre que les médias ne seraient pas innovants. Donc même si vous êtes un nouveau média en ligne avec un nouveau format, etc., vous n'êtes pas innovant du point de vue de la BPI. Elle n'a pas de culture démocratique, elle ne pense pas que c'est important pour oui, voilà, la elle pense que les médias ne sont pas importants. Elle agit comme une banque privée. Ils font du private equity, ils font du business. Ce n'est pas une banque à but démocratique. Oui, mais ça devrait être une banque à but démocratique. Il faudrait qu'il y ait une branche média de la BPI, ou alors ça pourrait être une institution créée ad hoc. Et il faudrait que les médias puissent aller auprès de ce guichet, demander non pas, là on va nous proposer un nouveau fonds pour les médias indépendants, ça va être 50 000 € au maximum. On ne crée pas un média qui a 10, 15, 20 journalistes avec 50 000 €. Il faut 2 ou 3 millions d'euros. Ça a coûté 5 millions. Voilà, vous le savez très bien, 5 millions d'euros sur 3 ans. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'abonnés en 3 mois, à 0%. C'est comme ça qu'on crée des médias indépendants. Et si le gouvernement ne veut pas réguler sur la concentration, au moins qu'il permette l'émergence de nouveaux médias indépendants. On a de l'argent, on a plus de 800 millions d'euros d'aide à la presse,
on a des entreprises qu'on devrait taxer, notamment les tuyaux, les télécoms, donc taxons-les, prenons l'argent des aides, remettons les aides à plat. De toute façon, tout le monde s'accorde à dire que le système actuel ne marche pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'argent public, il faut mettre de l'argent public, mais mieux, et permettons à des nouveaux médias indépendants d'émerger et d'émerger gros. Moi, je pense qu'une des catastrophes aussi aujourd'hui pour les jeunes journalistes qui essaient de se lancer, c'est aussi le cas avec 8e étage, c'est-à-dire qu'on vivote avec 1 ou 2 journalistes, donc il y a plein d'expériences qui se créent, souvent c'est innovant, il y a du contenu de qualité, puis ça s'effondre parce qu'en fait, avec un journaliste, on ne crée pas un média, il leur faut 10-15, donc il faut donner les moyens en France aux médias de se créer et de se créer de manière indépendante dès le départ. Et je finis là-dessus. Je pense que ça doit venir avec une contrepartie. Et la contrepartie, c'est de se lier les mains dès le départ dans les statuts pour ne pas avoir des actionnaires extérieurs, notamment des industriels d'autres secteurs comme les télécoms ou autres, qui deviennent à un moment actionnaires et qui ont des droits de vote. Il faut se lier les mains. C'est-à-dire, vous avez l'indépendance et on la finance. Et en contrepartie, vous vous engagez à ne pas recevoir d'argent des actionnaires extérieurs. C'est une valeur qui crée de la richesse. Voilà. Et on parie là-dessus. Ça fait plaisir d'entendre ça. Mais oui, ça fait plaisir. Mais j'avais envie, j'hésitais entre Jean Jean Stern et Maxime Lelon, mais peut-être que Maxime Lelon, en écho, puisqu'il y a des travaux pratiques, vous vous êtes lancé il y a combien de temps, 8e étage ? Alors nous, on s'est lancé en mars 2014 et on a lancé notre modèle économique en février 2016. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne de financement participatif en octobre 2015. On a levé 17 000 € alors qu'on en avait demandé 15 000. On a 550 personnes qui ont précommandé leur abonnement à ce moment-là. Mais effectivement, et comment on fait pour lancer un média quand on n'a pas d'argent ? Eh ben, nous, on doit énormément de services à énormément d'amis, développeurs, graphistes, etc. Après, oui, pour rémunérer les gens, c'est très, très compliqué. Et votre campagne, ce qui nous a frappé, c'est que vous reprenez cette idée, voilà, nous ne vivons que des lecteurs. Alors, notre campagne de financement en octobre, oui, c'est ça. Et là, en fait, voilà, comment on fait pour gagner des lecteurs ? Parce qu'on en a eu 550 qui ont précommandé pendant notre campagne sur une plateforme de crowdfunding. Et là, on s'est dit, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de la communication, c'est faire en sorte que les gens nous connaissent. Et du coup, voilà, on avait fait cette campagne qui a un petit peu tourné aussi sur Mediapart. Voilà, on disait, voilà, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Qui sont des vérités. Là, on est content à Mediapart, parce que vous savez, quand on a défendu cette idée sur la gratuité, je me rappelle, on était tout seul. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais cette Français sur 10 sont prêts à payer pour de l'information. Exactement. Bon, venez, voilà. Payez. Voilà. Ce soir, c'est 6 mois, 20 € sur Mediapart. On avait celui-là aussi, qui est un peu le 7 milliardaires contrôlent 95% de la production journalistique en France. Voilà. Lisez les 5%. Exactement. Ça, c'est une citation d'un jeune homme qui s'appelle Fabrice Arfi, que vous connaissez peut-être. Voilà. Mais voilà, donc oui, comment on fait ? On va avoir des instituts de financement comme l'IFSIC, qui est le seul institut en France. Qu'est-ce que c'est l'IFSIC pour ceux qui ne savent pas ? C'est l'Institut français du cinéma et des industries culturelles. C'est un institut qui, à la base, finance le cinéma en faisant des prêts ou des garanties de prêts et qui finance aussi les entreprises de presse, mais alors à des conditions très particulières. L'IFSIC, c'est propriété à 50% de la BPI, donc en fait, c'est la branche, entre guillemets, de la BPI qui financerait la presse, et à 50% de, et c'est écrit comme ça sur leur site, toutes les banques de France. Voilà, toutes les banques de France. Et nous, là, on essaye d'avoir de l'argent auprès de l'IFSIC, d'avoir un prêt. Donc, on a 2 ans de franchise et après, on commence à rembourser avec des intérêts de 4% fixes et 4% variables. Donc, ça peut monter jusqu'à 8% d'intérêt. Voilà comment on va faire pour vivre. Là, les 15 000 € qu'on a levés en octobre, on vit toujours dessus parce que je ne me rémunère pas. Mon rédacteur en chef adjoint, qui est français, basé en Pologne, ne se rémunère pas. On paye les pigistes mal. Les pigistes qu'on paye mal nous disent « on continue de travailler avec vous parce qu'on croit en ce que vous faites ». Et nous, c'est-à-dire que, en fait, moi, à chaque fois que je réponds à une proposition d'un pigiste, en plus de faire mon travail de rédacteur en chef normal, de dire super sujet, intéressant, je pense qu'on peut en faire tant de signes avec tant de photos, etc., il faut qu'à chaque fois, et c'est une mission c'est un engagement que je me suis donné, que j'écrive un paragraphe comme ça pour dire je suis désolé, voilà comment on rémunère les piges pour l'instant, voilà comment on peut les rémunérer, pas plus que ça, parce que voilà les conditions dans lesquelles on travaille pour l'instant. Le soutien public au journalisme, ce n'est pas une lubie politiquement connotée. Un grand intellectuel, essayiste, fameux journaliste américain, à l'instant, il suffit que je veuille le citer pour que son nom m'échappe, mais des années 30, considéré comme un grand inspirateur du libéralisme,
affirmait qu'il fallait pour le journalisme un financement public, alors même qu'il avait vraiment une vision extrêmement libérale. Est-ce que c'est par ces moyens, Jean Stern, qu'on fera en sorte que les patrons soient moins mauvais, pour faire référence au titre de votre livre? C'est très intéressant. Des oligarques au départ, hein, des oligarques, on voit bien ce qu'ils font au Maroc. Et aujourd'hui, l'histoire d'Aude Lancelin est quand même totalement exemplaire. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis la Libération qu'une journaliste est licenciée pour délit de sale gueule ou opinion politique. Donc on est en train de passer des nouveaux stades. Or aujourd'hui, la question de l'argent est une question évidemment centrale, parce que la question de l'innovation journalistique est une question qui est au cœur de nos pratiques aux uns et aux autres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on innove énormément d'un point de vue journalistique et dans plein d'endroits en France, à de plein d'échelles différentes, y compris d'ailleurs, et avec des difficultés très grandes, à l'intérieur des groupes de presse eux-mêmes, à Libération, au Monde, on continue à innover malgré les difficultés éditoriales. Donc je crois que la question qu'il faut se poser, au-delà du statut, parce que le statut, on a déjà en partie des statuts. Hein. On a par exemple la société coopérative d'intérêt collectif, qu'on avait envie d'appeler société coopérative d'information citoyenne, qui permet de faire entrer des citoyens, de défiscaliser, d'avoir, comme dans toute coopérative, un homme, une voix, indépendamment de l'argent que vous mettiez 50 euros, que vous mettiez 100 000 euros, des collèges spécifiques pour donner du pouvoir aux salariés, indépendamment des amis et des partenaires, etc., etc. Donc, on peut considérer qu'on a déjà des cadres. Mais par contre, on a un problème d'argent. On a un problème de trouver l'argent et de monter l'argent. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On a des oligarques qui font des bénéfices évidemment considérables, qui ont fait des marges absolument considérables, de 70% pour certains d'entre eux dans la téléphonie et dans l'Internet, avec ce qui était un bien public il y a encore une quinzaine d'années. Hein. Les télécommunications, la poste, les transmissions, c'était du bien public. On a privatisé tout ça pour le grand bien de M. Neal, de M. Drahi, de M. etc., qui font de M. Bouygues, évidemment, qui font des fortunes considérables. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut taxer en partie cette ressource-là, ou est-ce qu'il faut la réapproprier et considérer qu'aujourd'hui, il y a une question du bien public qui est posée et que, en partie, les télécommunications font partie du bien public. J'irai même plus loin, hein. La création journalistique fait partie du bien public pour moi aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est une affaire de tous les citoyens, mais que si on n'a pas cet argent-là, avec lequel, par parenthèse, hein, pendant ce temps-là, on licencie partout. L'enquête de Politis, l'année dernière, sur les pratiques de Free, contredisait à peu près tout ce qu'on lit régulièrement dans la presse, puisque M. Neal met de l'argent absolument partout. Donc, plus ou moins, on se dit, bon, il ne peut pas être totalement un salopard, puisqu'il met de l'argent à droite, à gauche, au milieu. Sur les méthodes à l'intérieur de l'entreprise Free, oui, absolument, dans les centres d'appel. Absolument, avec un mépris de classe, je dirais, pour ce qui étaient les salariés des centres d'appel. Ce que fait M. Drahi aujourd'hui, c'est un licenciement dans SFR, et allez hop, les rédactions on discute tous les jours, moi, avec des copains de l'Express, avec des copains de Libé. C'est absolument dramatique, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Le projet est là, c'est-à-dire les pressurer au maximum. Donc je crois que là, il faut se poser, parce que ces gens-là, en même temps, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils font tous des palaces, hein, aux Maldives, en Suisse, à Courchevel. À Zermatt. À Zermatt, absolument. 7. Pour ceux qui nous écoutent, ils ne savent pas, c'est le Drahi. lieu, la résidence de Drahi. Drahi. Il est en train de construire 7 chalets, j'ai oublié la superficie, mais genre 350 mètres carrés, qui seront vendus entre 20 et 50 millions d'euros pièce, chaque chalet. Hein. Donc, avec tous ces chalets, ça fait à peu près 300 millions d'euros, on pourrait déjà faire beaucoup de choses pour l'information en France. Donc la question de la propriété des compagnies de téléphone est très ouvertement posée aujourd'hui. Vous pensez, parce que là j'ai essayé de faire un peu l'avocat du diable, en disant bon ben on va faire la sociale, on va les taxer, bon mais dans les médias il faut lutter, il faut trouver. Bon, oui. Donc c'est par rapport, ce que je veux dire c'est il faut essayer de résister, il faut essayer de faire avancer des idées. Peut-être que Valentine va contribuer sur ce thème. Qu'est-ce qu'on peut faire avancer? Ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on voit ce pouvoir socialiste, qu'on tente les uns et les autres, avec courage et obstination, d'essayer de faire bouger les lignes sur le plan législatif. Et on voit qu'en gros, pour me permettre une expression vulgaire, on se ramasse la gueule à chaque fois. Donc je pense que peut-être, profitons de la présidentielle pour poser d'autres questions. Un agenda de la presse indépendante. Absolument. Même si Absolument. Moi, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux citoyens et aux lecteurs. C'est-à-dire, d'une certaine manière, Drahi a financé 2 fois les jours. C'est-à-dire, une première fois en licenciant les journalistes qui ont créé les jours et une deuxième fois en laissant pas les journalistes de Libération faire un bon journal. Et donc, les gens vont s'abonner aux jours. Et c'est pareil à Mediapart. Ces médias-là, si on ne donne pas, des bonnes conditions de travail aux journalistes, 2, si on ne leur laisse pas leur indépendance, ils vont s'effondrer parce que les gens vont arrêter de les acheter et ils vont acheter les médias indépendants. C'est là où je pense que la clé aujourd'hui, c'est l'émergence de nouveaux médias indépendants.
Valentine. Oui, mais c'est hyper compliqué de faire émerger des nouveaux médias indépendants. Et en ce qui concerne, nous, notre tentative de peser un peu dans les débats, on se rend compte que le rapport de force est hyper compliqué et que c'est qu'une histoire de rapport de force. Donc voilà, moi, je ne sais pas quoi dire. Parce que le de plus, mais collectif, c'est faudrait peut-être le dire, rassemble des gens Alors, le qui collectif, agissent dans toutes exactement. sortes de médias. Le collectif, il est Nous né... y sommes pour Mediapart, exactement, mais il y a des de gens nombreux de toutes les journalistes télés. à titre individuel, de nombreuses sociétés de journalistes, dans plein de rédactions, que ce soit de la télé, de la presse écrite, du web, de la radio. Et ce collectif est né au moment de la loi Macron et de l'amendement qui ressemblait à la directive secret des affaires qui allait plus tard être débattue au Parlement européen. Et donc on tente en amont, quand il y a une loi, la loi sur l'indépendance des médias, la loi sur le secret des sources, de peser dans les textes, et en aval, quand c'est déjà trop tard, de faire la vigie. Sur LuxLeaks, par exemple, sur le secret des affaires, c'était bien entamé, on a essayé de peser. Donc voilà, elle a été retirée, par exemple, de la loi Macron, cette partie secret des affaires. On n'a pas été aussi loin au Parlement européen. Mais voilà, vous croyez à la possibilité aujourd'hui de faire en sorte que des responsables politiques de premier plan se saisissent de ces sujets? Non. À Reporters sans frontières, on met des propositions sur la table, on va en voir. Moi, j'ai le souvenir récent d'un responsable politique de premier plan, candidat à la présidentielle, qui me décrit de manière parfaite le système capitalistique de connivence à la française, de conflit d'intérêts. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que vous allez en faire? Il me répond, j'ai une ambition. Ah. Non mais, à mon avis, laissons les ambitions des uns et des autres. L'important, c'est de faire émerger le souhait des citoyens. Dans les débats publics, il y a une attente de la part des citoyens. C'est un petit peu ce que confirme le chemin de Mediapart. Notre succès, c'est d'abord la volonté des lecteurs d'avoir une presse indépendante. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de propositions sur la table, énormément. Et donc, je trouve qu'on vit une période de débat public importante. Et ce qu'il faut faire émerger, c'est, comment dire, on le dit souvent à Mediapart, qu'il y a eu en 1881 une grande loi, la Troisième République a eu l'énergie et la force, à l'heure de l'électricité, donc de l'imprimerie de masse et donc de la presse de masse, de faire une grande loi démocratique. Et je pense que maintenant, à l'heure du numérique, l'ambition qu'on devrait mutualiser, faire émerger dans les débats publics, c'est faire une grande loi démocratique, garantissant le droit de savoir des citoyens à l'heure du numérique. Donc ceci intègre les idées de Julia, ceci intègre ce qu'a dit Valentine, c'est-à-dire lutter contre une directive sur le secret des affaires, garantir le secret des sources, trouver une forme pour créer une sorte de Freedom of Information Act à la française. Voilà, une grande loi démocratique à l'heure du numérique, donnant des droits nouveaux aux citoyens. Avant de rendre l'antenne, comme on dit à la télévision, je voudrais lire un très court texte. Enfin, d'abord vous dire que l'intellectuel libéral dont je parlais tout à l'heure, dont le nom m'est revenu, c'est Walter Lippmann. Ah non. C'est Walter Lippmann, qui était journaliste lui-même. Journaliste et essayiste libéral. Alors, un très court texte, je vous dirai après qui est l'auteur. Toute notre tentative serait vaine, c'est un responsable de journal qui parle, évidemment, ou même dangereuse, si l'entière indépendance du journal n'était point assurée et s'il pouvait être livré par des difficultés financières à des influences occultes. Faire vivre un grand journal sans qu'il soit à la merci d'autres groupes d'affaires est un problème difficile mais non pas insoluble. Tous ici, nous nous donnerons un plein effort de conscience et de travail pour mériter ce succès, que la démocratie nous y aide. Ce texte, il a été écrit il y a 112 ans. C'est une devinette par un homme Edoui. qu'Edoui cite souvent. Et donc, c'est mon cadeau de fin que de citer Jean Jaurès. Bien sûr. Il y a 112 ans. Et cette Bien problématique, sûr. elle était déjà la même, malheureusement. C'est l'éditorial de la création de l'humanité, si je ne me trompe. Exactement. Voilà. Et quand il disait, voilà, je pense qu'au fond, tout ce que les uns et les autres on a dit, c'est qu'il faut faire notre agenda. C'est la formule qu'a employée Jean Stern tout à l'heure. Votre agenda, notre agenda, pas de professionnel, mais agenda de citoyen, puisque comme on l'a dit avec Reporters sans frontières, cet enjeu est au cœur de la démocratie. C'est celui du droit de savoir, c'est celui de la liberté de dire, puisqu'on parle des références historiques, c'est vieux depuis tous les surgissements républicains. D'un côté, on vote, mais on peut voter à l'aveugle, voter pour son pire ennemi, voter pour son pire malheur. Si à côté, on ne sait pas, de façon honnête, loyale, rigoureuse, pluraliste, eh bien, on peut aller vers cette catastrophe. Et cela peut arriver dans les échéances à venir. Donc c'est un enjeu qui est au cœur de la démocratie, qui est un enjeu
qui nous concerne tous, c'est une cause commune, un bien commun, et ce n'est pas évidemment un enjeu marginal. Voilà ce qu'on a voulu dire pour ce Mediapart Live de rentrée. On se retrouve à 20h30 pour le deuxième thème de cette soirée. Là, on a dit « libérer la presse ». On va poser une autre question. Faut-il encore sauver le Parti socialiste? C'est bien sûr. C'est la question dont nous allons débattre, mais vous allez tous voir. On va en débattre avec des socialistes divers et variés, et avec ceux qui acceptent d'en débattre, et notamment l'un d'eux, Henri Weber, qui a fait un livre qui s'appelle « Éloge du compromis », et il a accepté de venir discuter de ce livre, où il essaye de défendre le compromis de François Hollande, avec nous, avec tous ceux qui l'interrogeront, et avec Olivier Besancenot, auquel il avait écrit en 2004 une lettre recommandée aux facteurs. Donc on va voir, est-ce qu'il y a deux gauches? Est-ce que les gauches vont mourir? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le débat de tout à l'heure. Pendant cette pause, n'oubliez pas, c'est ce qu'on a dit, toute cette presse indépendante ne vit que grâce à vous. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Ce soir, c'est cadeau, c'est jusqu'à minuit, c'est 6 mois, 20 € pour lire Mediapart.